Punchline, je donne une note de 0. Hein? Sur les punchlines, c'est 0. C'est 0. On va arrêter ça. Alors c'est parti. Comme vous le savez, on va partir sur une question. C'est le Imre Noam, Rava Bergel, qui pose cette question-là. C'est une question très connue. C'est une question qu'on devrait tous s'être posée en lisant la paracha. Ça doit nous sauter aux yeux. Et je ne me l'étais jamais posée. Donc, bug, oui. Et comme vous le savez, Rivka attendait un bébé. Et comme c'est marqué dans la Torah que sa grossesse, elle était mouzar. Mouzar, ça ressemble à bizarre. Bravo. Pourtant, mouzar, c'est de l'hébreu, bizarre, c'est du français. Mouzar, parce que veyitrotsetsu abanim bekirbo. C'est-à-dire que bekirba, pardon. Les bébés, ils se bousculaient dans son ventre. Vous voyez? Alors, dire les bébés, en fait, nous, la Torah, elle sait déjà qu'il y en a 2, mais elle ne le sait pas. Elle croit qu'elle en a qu'un. Oui. Et elle voit que c'est pas normal. Alors, ça arrive que les bébés, ils bougent. Bezat Hashem, vous allez vous marier, vous allez avoir des bébés. Et des fois, vous direz comme ça, tout ému à votre mari, chérie, je sens, il bouge, il me donne des coups de pied. Ouais. Ça continuera après, vous verrez. Maintenant, c'est la nouvelle génération. Ils donnent des coups de pied à leurs parents. Mais c'est gentil, c'est affectueux, c'est affectueux. Faut pas se vexer. En tout cas, donc elle, mais le problème, c'est que le Midrash nous explique, c'est pas juste qu'il y avait de la bousculade, c'est que quand elle passait devant le Beth Midrash de Shem Ve'ever en particulier, eh bien, il y a un bébé qui voulait sortir, d'accord? Et quand, enfin un bébé, excusez-moi, on a vendu la mèche. Le bébé, puisqu'elle pensait en avoir qu'un, le bébé voulait sortir. Et quand elle passait devant une maison d'Avodazara, alors le bébé voulait sortir aussi. Elle se dit, je comprends pas, c'est un schizophrène, c'est un lunatique, il veut l'Akdoucha, et après il veut le contraire. C'est pas logique. Donc elle était extrêmement inquiète. Alors elle est allée l'idrosh et Hachem. Elle est allée, dans le verset de la Torah, c'est marqué demander à Hachem. Mais ça veut dire quoi demander à Hachem? Elle a demandé à Shem Ve'ever, à la Yeshiva, puisque c'était les Talmidei Chachamim de l'époque, il y avait aussi roi à Kodesh. Pourquoi elle n'a pas demandé à son mari, Yitzhak, qui est aussi prophète? Pourquoi elle n'a pas demandé à son beau-père, Abraham? Alors il y a le Sforno, beaucoup de Mefarshim qui expliquent, le Ramban, etc., qui disent soit par tzniut, par pudeur, soit parce qu'on ne peut pas prophétiser pour sa propre famille. Vous savez, c'est comme il y a des médecins, ils ne soignent pas leur famille. Il y a les chirurgiens, j'en connais, c'est pas une blague, ils opèrent pas leur famille. C'est comme ça, c'est un principe, je sais pas. Voilà, ils veulent rester, voilà. Donc il y a trop d'émotions. Et bref, en tout cas, il fallait aller voir les Talmidei Chachamim de l'époque, c'est-à-dire Shem Ve'ever. Et là, qu'est-ce que leur disent Shem Ve'ever? Ils lui disent, tu as deux goïm, deux nations. Goy, ça veut dire peuple. Bébitner dans tes entrailles. Léoumim, ça va donner 2 nations. Et Goïm, normalement, nation, hein, c'est pas non-juif. Goïm, c'est nation. C'est marqué. Tu fronces les sourcils, hein? Non, hein, tu savais. Voilà. Les gens, ils croient que Goy, ça veut dire... Voilà. On l'utilise comme ça, mais je veux dire, chez l'Oassani Goy, on dit le matin. Mais en fait, ça veut dire, quand je dis nation au singulier, c'est juif, et les nations, c'est Goïm, c'est les juifs. Et donc, normalement, c'est avec un yud. Là, c'est marqué avec 2 yud. Donc, Rashi ramène Chazal qui disent Geim. C'est une allusion à 2 patrons, 2 leaders. Et c'est qui ces 2 leaders qui vont descendre de ces 2 bébés? C'est Yaakov Avinu va donner naissance à Rabbi Yehuda Hanassi. Et plus tard, Esav va donner naissance à Antoninus, César, l'empereur de Rome. Oui. Et donc, elle leur dit, voilà, donc on attend, bon, ça c'est dans quelques siècles, mais en attendant, voilà que Shem Ve'ever rassure Rivka en disant, ne t'inquiète pas, c'est normal, parce que tu as 2 bébés en toi, et un qui a une propension, on va dire ça simplement, mais on va voir que c'est pas si juste que ça, à être sadique gamour, et un qui aura beaucoup d'Yetzerara.
D'accord? Il va naître sous le mazal de Adomi, c'est-à-dire rouge, donc la cruauté, etc. Mais on voit que David Améler aussi. David Améler aussi est né sous ce mazal-là et qu'il est devenu un des plus grands rois et l'ancêtre de toute la lignée des rois jusqu'à Mashiach. Donc, il y a de quoi faire malgré tout. Il y a de quoi faire. Simplement, il y aura une énergie colossale. Vous remarquez que dans cette salle, il y a beaucoup de rouge, les rideaux, le canapé, la moquette, les chaises et tout. Et là, la question, the question, Samuel, tu arrives au bon moment. C'est quoi la question? The question, c'est que Rivka, ça l'a apaisé. Oh, alors c'est pas grave. J'ai un qui veut faire la Gdusha, il veut aller au Beth Midrash, devenir un tzaddik gamour. Yaakov, Ishtam, Yoshev Walim, l'homme intègre, parfait, droit, qui réside dans la tente. Et de l'autre côté, j'ai un rachat, Esav, futur rachat, qui sera chasseur, qui ira chasser tout, pas que le gibier, vous voyez ce que je veux dire. Et, vous avez compris les garçons, voilà. Qui chassera tout, qui volera, qui tuera, etc. Magnifique, super. Voilà. Donc elle est rassurée. La question c'est pas rassurant du tout. Comment cette information a pu apaiser Rivka? Alors, le Rav Abergel, il nous dit, pourquoi? Parce que, justement, elle va pas seulement voir, alors on va parler un petit peu d'Yaakov Avinu, mais on connaît déjà plus, mais c'est pas seulement qu'elle doit se réjouir de savoir qu'elle a un tzaddik gamour et que Baruch Hashem, il n'est pas schizo. Parce qu'il n'y a rien de pire que les mélanges, vous savez. À l'époque d'Eliaou Hanavi, à l'époque du prophète Eliaou, il y avait le peuple juif faisait un mix entre Torah et une avodah zara, une idole. Et à un moment, alors il leur a fait, vous savez, le test sur le Har Carmel avec les corbanotes, etc. Mais à un moment, il leur a dit, choisissez. Ou vous faites ça, ou vous faites ça. Ce qui est très mauvais, c'est quand on est... Hello, welcome! Dov et... Binyamin, welcome. Approchez-vous. Mettez-vous là, venez ici. Donc elle, ce dont elle avait peur, c'est que la personne, elle soit comme ça, une fois blanc, une fois noir, une fois bien, une fois pas bien, une fois dans la Gdusha, une fois dans la Touma. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Il vaut mieux quelqu'un, à la limite, qui a une position marquée, qui demande beaucoup de travail, mais au moins il est dans une direction. Alors après, on peut rectifier la direction, mais quelqu'un qui va une fois à droite, une fois à gauche, il fait comme ci, comme ça, qui est pas... C'est compliqué. Imaginez si vous viviez par exemple, enfin pas vous, mais si quelqu'un vit avec une personne qui a des traits de caractère un peu lourds, oui, alors ça va pouvoir, on va trouver les réglages, on va trouver la gestion de la chose, et petit à petit, canaliser ça, même si on n'arrive pas à le changer, canaliser et arriver à ce que ce soit vivable. Ouais. Par contre, dans la cuisine, on vous entend autant que moi. Merci. Par contre, lorsque une personne, elle est une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, c'est très compliqué parce que elle est à droite, vous essayez de gérer, elle part de l'autre côté, vous essayez de gérer, elle part de l'autre côté. Ça, c'était la crainte principale de Rivka. Maintenant, Chazal nous disent que Rivka, elle ne doit pas seulement se réjouir de la yashrut, de la droiteur de Yaakov, mais elle doit également se réjouir du potentiel particulier de Esav. Et vous allez voir jusqu'où va ce potentiel. C'est extrême. Tenez-vous bien. Qui a vu ce potentiel? Qui a vu ce potentiel après la naissance? C'est son papa, c'est le papa, Yitzhak Avinu. C'est marqué qu'Yitzhak Avinu, il avait une Ahava Gedola, il avait un grand amour pour Esav. Quand ça va tourner mal, qui c'est qui va renvoyer de la maison, façon de parler, parce que Esav, il risque de faire du mal à Yaakov, il ne va pas renvoyer Esav, il va renvoyer Yaakov. Il va dire, bon, va, écoute, je suis désolé, ça ne va pas ensemble. Bon, toi, de toute façon, t'es clean, t'es droit, etc. Tu t'en sortiras où que tu ailles. Va à la yeshiva, tranquille. Moi, je garde Esav. Il a gardé Esav. Quand il veut faire la bracha,
que va lui piquer Yaakov, si je puis dire. Qui il veut bénir? Il veut bénir Esav. Il veut donner la bracha à Esav. Ouais. Et on voit, ça c'est Israq. Donc Israq a vu le potentiel de Esav. Parce que, vous allez me dire, alors certains disent qu'il le trompait, il le roulait, il lui faisait croire qu'il était sadique, comment on prélève le maaser sur le sel. Il y a plusieurs versions, plusieurs avis là-dessus. Est-ce qu'il était dupe ou pas dupe? Certains disent même, parce que vous savez, il y a plusieurs facettes dans la Torah, que Esav, en vérité, il faisait tchouva à chaque fois qu'il se présente, avant de se présenter. Tous les jours, il faisait tchouva, il se clinait. Bon, ça n'existe pas. Il devenait clean avant de se présenter devant son père. Et il venait avec des vêtements royaux. Il venait, vous savez, avec la tunique d'Adam Arishon. Il servait son père Kiboudav comme personne au monde ne faisait. Donc ça montre le potentiel, la grandeur de Esav. Où est-ce qu'on voit aussi le potentiel, la grandeur de Esav? C'est carrément au nom d'Hachem. Car vous n'êtes pas sans ignorer que normalement Esav devait épouser qui? Léa. Tout le monde disait, Lavan, là-bas, Bethuel et Lavan, il a des filles, Lavan a des filles. Il y a la grande, Léa, la plus jeune, Rachel. Et on sait que la famille d'Avraham Avinu, ils vont chercher leur shidduchim là-bas chez Lavan, chez Bethuel. Donc lui, il a un grand Esav, bon, il est né 2 minutes avant. Il a le plus jeune Yaakov, le grand avec la grande, en âge, le petit avec la petite. Donc tout le monde disait, Yaakov va épouser Rachel et Esav va épouser Léa. Mais, comme vous savez, c'est Lavan qui a donné par ruse Léa à Yaakov qui a après épousé Rachel. Donc, il lui a pris Léa, façon de parler. Et plus tard, lorsque il va se présenter en quittant Lavan et que Esav va venir le rejoindre avec ses 400 hommes, vous connaissez ce fameux épisode, eh bien, on voit que là, Yaakov Avinu, il va cacher qui? Il va cacher Dina. Dina, sa fille. Pourquoi? Parce qu'il a peur que Esav la voie et veuille l'épouser. Ouais, elle est très belle, la fille de... C'est pas que seulement qu'elle est très belle. Welcome les garçons, welcome. C'est pas seulement qu'elle est très belle, c'est que on a dit que Esav, il a un potentiel. Ce potentiel, il peut l'exprimer avec Dina, comme il aurait pu l'exprimer avec Léa. Allô, Aaron, tu peux rentrer discretos, tac, tac, voilà, merci beaucoup. Donc Yaakov Avinu, un papa, il a le droit de choisir à qui il marie sa fille. Hein. Thomas, t'es d'accord ou pas? Oui. Un papa, il a le droit de choisir. Eh bien, on voit pourtant qu'Hachem, il a été makpid. Il lui a dit, pourquoi tu l'as empêché d'épouser Dina? Elle aurait pu le faire tchouva. Et d'ailleurs, à cause de ça, Yaakov Avinu va avoir une conséquence négative à cause de ça. Donc, on voit aussi qu'Akadosh Baruch Hu a vu, enfin ça c'est évident, qu'on voit par ça que nous, on comprend le potentiel de Esav, puisque Esav aurait pu faire Teshuvah s'il avait épousé Dina. Alors maintenant, ça c'est entre Yaakov et Esav. Maintenant, si on pousse plus loin, si on va plus loin, alors plus tard, comme a prévu en prophétie, Shem Ve'ever, Shem fils de Noar, eh bien tu vas avoir 2 grands, 2 puissants, 2 patrons qui vont sortir de toi. Un de Yaakov, un de Esav. Qui? Rabbi Yehuda Hanassi. Et là, il y a beaucoup de textes dans le Zohar, dans les Chachamim qui utilisaient la Kabbale. On voit par exemple que Rabbi Yehuda Hanassi, eh bien, c'est Hanassi. Pourquoi on l'appelle Nassi? Neshama Shel Yaakov Avinu. C'est les lettres, le notricon de Neshama Shel Yaakov Avinu. Ça veut dire qu'il a repris un nitzutz, ça veut dire une partie de la Neshama de Yaakov Avinu, est venue en Gilgul dans Rabbi Yehuda Hanassi. C'est pour ça que Rabbi Yehuda Hanassi a fait aussi toutes les grandes choses qu'il a fait, puisqu'il a compilé tous les enseignements de la Torah orale dans ce qu'on appelle la Mishnah, qui va être la base ensuite de la Gemara, et qui va permettre de sauver la Torah orale de l'oubli à cause des souffrances, des Romains, etc., des persécutions. Et justement,
Comment ça se passait? Alors, il y a un Rashi dans Baba Metzia, je ne vais pas le faire dans les mots. Il y a un Rambam aussi, je vous les résume, mais qui sont très beaux à voir dans les mots, pour ceux qui veulent. C'est que, comment ça se passait depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi? La Torah écrite, elle est écrite. Bravo, super. La Torah orale, elle est orale. Interdit de l'écrire. On n'a pas le droit. Donc chaque élève, chaque Tana, chaque avant, chaque sage, il se fait des petits pense-bêtes, il a son petit carnet, il se met des petits moyens mémotechniques, des abréviations, des trucs. Chacun, il a l'enseignement qu'il a entendu de ses maîtres. Et puis, le problème, c'est que plus il y a du shiboud malchouyot, ça veut dire les assujettissements des nations, des Romains avant les Grecs et tout, plus ça s'embrouille, plus on a du mal, on peut plus se consulter, on peut plus échanger, on peut plus confronter nos connaissances et sortir la halakha, et sortir la halakha claire. Et ça devient de plus en plus embrouillé. Maintenant, le problème, c'est que techniquement, à cause justement de la pression des nations étrangères, on n'a pas le nachatroir, on n'a pas la paisibilité. Ça existe ce mot? Bon. On n'a pas le luxe, on n'a pas l'occasion de faire ce travail. Comment on va l'avoir à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi? Parce que d'un seul coup, alors il y a toute une histoire, je ne vais pas la raconter, mais il y a un petit garçon, un petit bébé, qui s'appelait Antoninus, et sa maman, elle va avoir pitié de la maman du petit Yehuda. Et vous savez que les Romains, ils ont dit, celui qui fait la Brit Mila, on lui coupe la tête. Ok? Et eux, ils ont fait la Brit Mila. Les parents de Yehuda ont fait la Brit Mila. Et donc, les Romains arrivent pour vérifier. Alors, la maman d'Antoninus, elle dit, regarde, je te prête mon bébé. Lui, il n'a pas la Brit Mila. Prends-le et donne-moi le tien. Ils vont venir vérifier. En fait, ils vont vérifier sur celui qui va devenir le futur empereur romain, qui pourra être pour l'instant un bébé. Ah, c'est bon, il n'y a pas la Brit Mila. Ils vont le laisser tranquille et on redonne les bébés. Entre-temps, d'ailleurs, les bébés ont été allaités par l'une et l'autre. Conséquence, mais je ne vais pas trop développer ça. Résultat des courses, plus tard, cet Antoninus va devenir gouverneur, va devenir César, et il va avoir une ahava gedola, un grand amour, un grand respect. Il va venir étudier en cachette, parce qu'il est gouverneur de Judée. Il va venir étudier en cachette avec Rabbi Yehuda Hanassi. Il y a beaucoup d'histoires là-dessus dans la Gemara. Magnifique, Judée, Yehuda, quoi, en Israël, voilà. Vous savez, quand il y a Kézar, vous connaissez Kézar, c'est la cité balnéaire là-bas des Romains. Et il va, quand il va être au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever les interdits. Il va permettre aux Chachamim de se réunir. Rabbi Yehuda Hanassi va réunir tous les sages de la génération, les Tanaïm, et va pouvoir compiler, va pouvoir trier, va pouvoir vérifier les enseignements, et il va créer la base de la Mishnah qui va être écrite, parce que si jamais, normalement on n'a pas le droit, mais là, exceptionnellement, on est obligé de le faire. Et voilà comment le descendant de Esav, oui, va être celui, Antoninus, qui va permettre aux descendants de Yaakov, et vous avez compris que c'est des Gilgulim, c'est les Nitzosot de leur Neshamot, va permettre de ne pas oublier la Torah et de restituer la Torah à son niveau dans le Klal Israël. Ça, c'est ça qui a consolé Rivka quand on lui a projeté ça de façon prophétique. Alors ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Juste 2 secondes, je fais une petite pause. Ici, il dit une phrase très très forte. Pourquoi, Thomas? Pourquoi Esav, il a ce potentiel? Parce qu'en vérité, Esav et Yaakov, c'est 2 jumeaux. Ils ont les mêmes parents. Ça n'a rien à voir avec Ishmaël, par exemple, et Yitzhak. Donc, un, il a pris un tzad, il a pris un côté, l'autre a pris un autre côté. Chacun a sa fonction. Ici, Chazal nous font remarquer, je ne sais pas si vous avez fait attention, regardez, je vais vous lire la phrase parce que tellement elle est scoop. C'est marqué Matsinu, nous trouvons. Kama vekama megdole rabotenu, combien, beaucoup des plus grands de Rabbanim de l'époque de la Mishnah et de la Gemara, les Tanaïm,
Ouais. Eh bien, ceux qui ont été Mosré à Torah, ceux qui ont transmis la Torah, si vous prenez une généalogie, on dit comme ça, ouais, un arbre généalogique, des Tanaïm, à un moment, ça fait un entonnoir comme ça. Ça arrive et ça repart. Sur qui ça fait l'entonnoir ? Sur Rabbi Akiva. Mais non. Mais si. Rabbi Akiva qui descend de... Thomas, tu me chauffes. Non mais j'aime bien. Rabbi Akiva qui descend de Esav. Son père ou son grand-père était converti. Venait de Édom. Oui. D'ailleurs, Rabbi Akiva, Aïn, Yud, Kouf, Aleph, vous remarquez qu'il y a les lettres de Yaakov dedans, et c'est marqué aussi Abir Yaakov, vous savez, dans Sefer Yeshayahu, là-bas on parle de la puissance de Yaakov, c'est marqué Abir Yaakov, et c'est les lettres de Rabbi Akiva, c'est les mêmes lettres que Rabbi Akiva. Donc on voit que Rabbi Akiva, eh bien, ça va être lui qui va transmettre toute la Torah à la génération à venir. On voit également, on a Shmaya et Aftalion. Shmaya et Aftalion aussi, c'était deux convertis qui venaient de Esav. C'est eux qui vont transmettre, pareil, la Torah à qui ? À Hillel et à Shammai, avec toute l'école de Beth Shammai et Beth Hillel. Les garçons, ça vous parle, ça ? Ouais. Voilà. Rabbi Meir, Stam Mishnah et Rabbi Meir. Rabbi Meir Balanes descendait aussi de Rome, de Édom. Oui. Donc on voit comme ça combien les plus grands Tanaïm provenaient de Édom. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que la Torah orale demande beaucoup plus de force pour étudier. Étudier le Chumash, d'ailleurs quand on dit le Chumash, souvent on est obligé d'utiliser la Torah orale, évidemment. Et la Torah orale, ça demande beaucoup d'énergie. Cette énergie-là, Esav, il l'avait, plus que Yaakov. Simplement, il l'a mise au service de son Yetzer Hara et non pas au service de la Torah. Mais ses descendants vont le mettre au service de la Torah. Et dernière petite allusion, lorsque Rivka va interroger Shem Ve'ever, c'est pas marqué dans la Torah, elle est allée à la yeshiva de Shem Ve'ever. C'est marqué quoi ? C'est marqué Lidrosh et Hachem. C'est marqué, elle est allée demander à Hachem. C'est normal. Un prophète, qu'est-ce qu'il dit ? Un avis, il dit ce que Hachem lui dit. Donc c'est indirectement, elle a demandé à Hachem, mais en passant par un prophète. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'à un moment, il y a Shimon Hamsouni. C'était un Tana, avant Rabbi Akiva. Et lui, il a dit, à quoi se sert ce petit « et » ? Vous savez qu'en hébreu, il y a un mot qui n'existe pas en français, c'est la petite particule « et ». Alors on fait un cours d'ivrite. Si je bois un café, je dis « ani shoté café ». Je bois un café, ani shoté café. Par contre, si je dis « je bois le café », que ma femme m'a préparé, le café de grand-mère, publicité, alors je vais dire « ha café ». Je vais dire « ha café ». Oui, vous avez raison, Chirel, j'y arrive. Elle a raison, non mais c'est spontané, elle a raison. Donc, je vais dire « anichoté à café », mais là, bingo, je rajoute « et ». Anichoté et à café. C'est quoi ce « et » ? On ne traduit pas, ça ne sert à rien, c'est comme ça. Mais, et dans la Torah, il y en a plein des « et ». Oui. Kaved et avicha vet imecha. Donc, tu dois honorer ton père et ta mère. Comme c'est défini, on rajoute le « et ». Mais on ne se traduit pas en français, on ne dit pas... C'est le. Non, il n'y a pas, c'est... Non. Mais non, c'est déjà... Ha, café, c'est le café. Attends, Thomas, ne bouge pas, pour ne pas embrouiller. Alors, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, il a été d'Oresh tous les « et ». Par exemple, qu'est-ce qu'il a rajouté ? C'est-à-dire, chaque fois ce « et », il ne veut rien dire en français. Mais c'est une allusion dans la Torah à quelque chose qu'il faut rajouter. Par exemple, quand on dit « Kaved et avicha », tu dois honorer ton père. Le « et », c'est pour ajouter le... Café. Le grand frère. Ah oui, pardon, c'est comme ça, le grand frère. Voilà. Oui, c'est toi. Ça, j'aurais compris mieux. C'est toi. Il y a grand en taille et grand en âge. Il faut rajouter le grand frère, Chirel aussi. Le grand frère, d'accord, hein ? Il y a grand esprit aussi. Ouais.
différent. C'est pour honorer, on doit honorer aussi un petit peu le grand frère comme on honore son père, d'accord? Je le rappelle. C'était une demande de l'Iron, oui. Le boulet n'est pas assez fait à la maison. Ouais, c'est ça, voilà. Attends, Alors le problème, c'est qu'à un moment, c'est marqué « Et Hashem Elokecha Tira ». Alors il a fait comme ça toute la Torah. Toute la Torah, les « Et », à chaque fois, il a dit « ça, c'est pour ajouter ça, c'est pour ajouter ça, c'est pour ajouter ça en allusion ». Mais quand il est arrivé à « Et Hashem Elokecha Tira », « Et Hashem, tu craindras », ah ben non, là, je peux rajouter personne par rapport à Hashem. Alors il a annulé tout ce qu'il a fait. Non. Si. Ses élèves lui ont dit, mais Rav, t'as travaillé des années pour faire ça et tout, et là maintenant Il dit non, de la même façon que j'ai une récompense sur ce que j'ai travaillé, j'ai une récompense sur le fait d'annuler parce que j'ai un bug. Ça bug, c'est pas possible. Ça bug. Allez, un petit roumos. Non, avec plaisir. Au moins, ça me fait plaisir. Rabbi Akiva est arrivé. Ah, attention parce que c'est très fin. Il y a seulement ceux qui sont hyper concentrés qui vont percuter, qui vont capter le truc. C'est que quand Rabbi Akiva il est arrivé, il a dit mais si, Et Hashem Tira, c'est pour rajouter les Talmidei Chachamim qui sont les représentants d'Hachem. D'accord? De la même façon qu'on rajoute le grand frère par rapport au père, qui est un petit peu le porte-parole, qui prolonge des fois le papa éventuellement. Eh bien ici aussi, éventuellement, les Talmidei Chachamim, c'est eux qui prolongent, hein, comme c'est marqué, Sheye Mora Rabecha ke Mora Shamaim. Tu dois avoir le respect, la crainte respectueuse, hein, il ne faut dire pas la crainte comme ça, de tes maîtres, comme celle du ciel, comparable à celle du ciel. Pourquoi? Parce que c'est l'intermédiaire, ok. Et donc Rabbi Akiva, c'est lui qui a été Doresh le Et de Et Hashem. Allusion à, quand Rivka, elle a été Doresh Et Hashem, allusion à Rabbi Akiva. Bon, j'ai dit, pour percuter ça, voilà, il faut être très concentré. Phrase coupe encore du Rav Abergel, Zatzal, c'est de dire, selon ce qu'on vient de voir, on voit que Rov à Torah chez Balpé, Dov, la majorité de la Torah orale, elle était gnouza, elle était enfouie dans la neshama de Esav et de ses descendants. C'est pour ça que les plus grands rabbanim, parmi les beaucoup de plus grands rabbanim, on a dit Shmaya, Aftalion, on a dit Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanes, Onkelos, descendez de Esav. Évidemment avec une conversion entre-temps. Voilà. Hein. Qu'est-ce que vous allez me dire? Ok, bon, mais ça c'est un petit peu de l'histoire. Qu'est-ce qu'il faut tirer de là? Premièrement, il faut savoir que quand on va étudier la Torah orale, et vous savez que la porte d'entrée pour la Torah, pour les garçons, c'est la Gemara. D'accord? Gemara, oui. Thomas, c'était quoi déjà ta réplique? Certains millions si tu veux en présent. Non, quand on a tourné le scoop pour le gala, tu te souviens un petit peu ta réplique? Tu te souviens pas ta réplique? Voilà. Alors voilà, là-bas tu t'étais proposé de venir étudier à la Yeshiva d'Or Torah à Saint-Mandé. Voilà, tu t'étais proposé et même tellement tu étais convaincu qu'il y avait comme ça, on dit que Al-Kadosh Baruch Hu, il a les arba amot de la halacha, ça veut dire là où, même s'il reste Israël, maintenant, on peut retourner habiter là-bas, mais il n'y a pas encore le Beth Amikdash, il n'y a pas encore tout le clan Israël, on n'est pas vraiment chez nous, façon de parler, c'est le cas de le dire. Alors, par contre, dans la Torah, on est chez soi. Dans la Torah, et en particulier, c'est la Torah orale, tellement que tu avais dit, alors, on fait son alia hors Torah, tu te souviens? Oui, c'était la réplique, voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a un Yetzer Hara, de Gahava, d'orgueil. Lorsque quelqu'un il va étudier la Gemara, c'est comme il sent que c'est la porte d'entrée pour vraiment la connaissance et l'élévation, le rapprochement avec Kadosh Baruch Hu pour un homme, alors il faut faire attention à ce Yetzer Hara, à cette force mal dirigée. Comme Esav, lui, il l'a mal dirigé, il a fait du détournement finalement, si on peut dire, de biens sociaux, puisque toute cette énergie, c'était pour
mettre la Torah à un haut niveau. Heureusement, ses descendants ont pris le relais, mais lui, il l'a fait pour ses propres plaisirs, comme on le sait. Voilà ce que je voulais partager avec vous. 30 minutes, 0,4 secondes. Oh là Le là contrat là, est incroyable. rempli, parce que Benjamin, tu dois savoir que les cours ici, c'est 30 minutes. Comme ça, c'est ni trop long, ni trop court. On est là, on se concentre, on se met pas sur le téléphone, et on est à fond, et on peut réviser. Tu peux le réécouter, il sera en ligne après